Comment expliquez-vous une personne qui vit une longue période de célibat, mais pas par choix? Il y a une posture qui permet de tomber amoureux. Si t'es pas dans cette posture-là, il se passera rien. Au début, c'est bien, et puis c'est la routine, et en fait, t'es en coloc. Non, il y a autre chose qui est possible. On marie deux couleurs parce qu'elles sont différentes. Donc c'est bien que la personne ait un point de vue différent parce que c'est une porte d'entrée pour faire couple. C'est toujours comme ça dans le couple, t'as le problème du dessus. C'est l'histoire de chaussettes, c'est l'histoire d'argent, c'est l'histoire de qui n'a pas fait la vaisselle. Le vrai problème, c'est le problème du dessous. Un couple mature, c'est un couple qui va voir chaque problème comme une opportunité pour mieux se connaître et aller découvrir l'autre. Un des piliers qu'on enseigne, c'est l'art de bien se disputer. Une des clés dans cette situation-là, ça pourrait être que... Allez, partons pour le jeu d'acteur. Oh, audacieux. Allez, jeu d'acteur. Qui n'a plus le choix, Charles? Vas-y. Il y a un truc que je trouve tellement ouf derrière. Il y a plein de petites choses comme ça qui, en début de relation, paraissent doux, paraissent sympas, mais qui finalement sont ultra violents. Le côté, je me lasse vite, ça donne une pression de dingue hein, quand t'es en relation comme ça, qui dit, bon, elle se lasse vite, du coup, il va falloir que tous les week-ends, je prévois un voyage à Punta Cana, hein, parce que, voilà, sinon, elle va se lasser, elle va aller voir son collègue de travail. Et ouais, et ça met une énorme pression. Il y a rien de sain là-dedans, en fait. Et c'est dingue parce que euh, en face, il y a quelqu'un qui pense pas à faire quelque chose qui est violent, mais ça l'est. Et il y a plein de petites violences comme ça qui, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu avant. Enfin, je vous entendais en parler avant, le côté violence que des femmes ont vers les hommes. Et ça, en tout cas, ça, le titre vient de changer là. Ça veut dire que les femmes ont la capacité d'être violentes envers les hommes. Il s'avère que certaines, oui. Moi, je quitte ce podcast. Non mais oui, sérieusement, franchement, rentrer dans une relation avec ça, c'est violent pour le coup. Et, ouais, voilà, j'aurais peur d'aller plus loin, mais Là, on est au bord de la falaise. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? je te laisse forger tu me dis s'il y a le Mec, on peut en parler de ce que moi j'appelle la violence invisible. C'est-à-dire que on parle beaucoup dans les relations, dans le couple, de la violence visible. Un coup, une insulte, c'est de la violence visible. Ça veut dire n'importe quel être humain voit la scène, une personne A insulte une personne B, il n'y a pas de doute, c'est de la violence. Ça, c'est à peu près 3% de la violence dans les relations. 3% de la violence, elle est visible. 97%, elle est invisible à l'œil nu. Tu filmes ça, si t'es pas formé en psychologie, ça passe. Tu ne vois rien. Mais ça peut être d'une violence 10 fois supérieure à une claque. T'as des exemples? Ben oui. Moi j'en ai un. Vas-y, je te laisse en dire un. J'en ai à l'appel, le zing, la mauvaise foi, les silences. Tu peux être très violent avec du silence. Moi, je le sais, c'est une de mes armes que j'utilise de moins en moins, mais inconsciemment, moi, ce qui était une manière de me protéger, c'était le silence. Ça veut dire que je pouvais rester 2 jours, 3 jours, 4 jours sans parler à ma conjointe parce que je faisais la gueule. Tu regardes ça, tu peux te dire, il y a rien de violent. Je suis pas en train de lui crier dessus. Je suis pas en train de l'insulter. Je suis pas en train de la taper. Mais c'est d'une violence quand tu es en train d'ignorer la personne, de faire comme si elle n'existait pas, de ne pas lui adresser la parole. C'est d'une violence inouïe. Et en plus d'être d'une violence inouïe, ça se voit pas. Donc c'est comme si l'autre, il a même pas le droit de se plaindre. Si je te mets une gifle, là, tu peux aller voir la police direct et tu vas avoir du soutien parce que oui, c'est violent. Si je te ghoste pendant 4 jours, tu vas pas aller voir la police ou même tes copines pour dire, ah ouais, en fait, il me parle pas. Oui, bon, c'est bon, il t'a pas giflé. En fait, c'est hyper violent. Et la plus grande violence, elle ne se voit pas. Ça va être des chantages affectifs, ça va être de la culpabilisation, ça va être, comme je disais tout à l'heure, du déni. De la mauvaise foi, ah non, j'ai pas dit ça. En fait, tu sais très bien que tu l'as dit. Et ça paraît des trucs anodins, mais ça peut rendre fou.
Du déni, genre, qui... Euh, oui, bah je peux te donner un exemple. Imaginons euh, un homme ou une femme qui dans ses tu sais, je vais me m'auto-défoncer dans les exemples que j'ai faits. J'ai été en couple pendant 12 ans et je suis pas fier de ça, mais mes relations avec les femmes étaient, pour peu que la femme me plaisait un minimum physiquement, étaient toujours ambiguës. Il y avait toujours un jeu de séduction, toujours. Ça pouvait aller jusqu'au flirt, mais pas, enfin discret, tu vois. Déjà c'était inconscient chez moi, je me disais pas que j'étais en train de flirter, c'était devenu tellement une seconde peau que je le faisais. Mais des fois même devant ma conjointe de l'époque, elle était là, une autre fille était là, et il y avait un petit jeu de séduction, sans que j'en sois conscient, et sans que ce soit, sans que ça aille plus loin. Il y avait pas de mots doux, il y avait pas de texto chaud, il y avait pas d'échange physique avec la personne, mais c'était ambigu. Et bon, je sais plus si ça s'est produit, mais si l'autre avait vu ça et m'avait dit attends, tu vois comment tu te comportes avec cette femme? Et que moi je lui dis pardon? Comment ça je me comporte comme ça avec cette femme? Mais ça va pas, furet. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai touchée? Est-ce que j'ai couché avec elle? Est-ce que machin? Et pas du tout. Et du coup l'autre va commencer à croire qu'il est chiant, voire qu'il est fou. Et puis le problème, ça va devenir l'autre. Là, on est à un summum du degré de la violence. C'est du déni. C'est je ne veux pas voir chez moi une attitude qui pourrait me paraître moche à mes yeux parce que c'est moche. Il m'a fallu 12 ans et sortir de la relation pour voir que, ah ouais, putain, mais en fait, avec toutes les femmes, j'ai ce rapport-là. Et c'est pas agréable parce que ça demande de voir qu'on a des côtés de nous qu'on voit pas, qui sont pas beaux. Mais tant que j'avais pas vu ça, aujourd'hui, mes relations avec les femmes, elles sont pacifiées parce que, bah non, je suis en couple. Donc avec toi, même les trucs qui se voient pas, même les petits, je sais pas, les petits jeux de regard invisibles, ou de toute façon tu le sens quand il y a un petit jeu de séduction, t'as pas besoin de mots, t'as même pas besoin de regard, il y a un truc qui se crée. Ça c'est invisible, bah tu peux ouvrir la porte ou fermer la porte à ça. Et puis tu peux mettre en déni ça et faire croire que l'autre est fou. Tu peux dire, bah ouais. En fait, si je suis honnête avec moi-même, j'en ai été pas rendu compte jusqu'ici, mais c'est vrai que je suis en mode dragouille tout le temps. C'est pas confortable de dire ça, mais ça demande une petite dose de courage, quoi. C'est une sorte de manipulation, au final? Ouais. Encore une fois, qui est pas forcément consciente. Mais c'est pas parce que c'est pas conscient que c'est pas de la violence. Comment on pourrait faire justement pour que les personnes se rendent compte de ces petits... Arriver dans le couple, Mais inconscients? arriver dans le couple et se dire ce couple va m'aider à être moins con. Ça veut dire je rentre dans le couple, je sais qu'il y a des trucs que je vois pas, je sais qu'il y a des trucs moches chez moi qui sont en déni et l'autre va m'aider à être moins con. Si je rentre dans le couple en mode j'ai tout compris, je sais tout de moi et moi je suis un chevalier servant ou sous prétexte que je fais de mon mieux, j'ai pas de zone d'ombre, c'est fini, hein. Par contre, si tu te dis, bah, en fait, il y a plein de trucs que je connais pas de moi et l'autre, la relation vont me permettre de voir ça, et que t'es dans une posture de remise en question, ça veut pas dire que tu te culpabilises, mais t'es prêt à voir les endroits où t'es con. Moi, des fois, je peux être très con dans mon couple. J'ai 15 ans de développement personnel derrière moi, j'ai accompagné plein de personnes, je connais plein de trucs. Des fois, je suis un gros con au couple. Il y a encore pas longtemps, j'ai découvert à quel point j'étais con dans mon couple. Mais c'est des trucs tout bêtes, et c'était aussi de la violence invisible quand, par exemple, ma chérie me partageait un ressenti parce qu'elle était blessée par quelque chose que j'avais dit ou que j'avais fait, qui n'était pas méchant ou qui n'était pas contre elle. Donc elle me partage son ressenti. Et moi, direct, je me sentais attaqué, accusé. Et donc, j'étais en mode défensif, à lui dire « Non, mais regarde, mais quand j'ai fait ça, ça voulait pas dire ça. » Et puis je me mettais soit à faire la gueule, soit essayer de la convaincre que ce qu'elle avait vu n'était pas la réalité, etc. Il a fallu que je me rende compte, bah, ouais, t'es con, ça, en fait, t'es con. En fait, elle te parle pas de toi, elle te parle d'elle. Donc, est-ce que t'es obligé de ramener le truc à toi en mode, ouais, c'est toi qu'on accuse? Non, en fait, elle est en train de te dire ce qu'elle ressent. Est-ce que tu peux pas fermer un peu ta bouche et juste l'écouter?
Si je suis dans une posture de moi j'ai tout compris et de toute façon je suis le gentil, l'autre est le méchant, ça je peux pas la lui regarder. Si je suis dans une posture l'autre va aider à être moins con, bah là tout de suite je peux aller voir ça chez moi même si c'est pas agréable. Il faut avoir de l'humilité et puis une capacité de remise en question finalement. C'est ça. Et en même temps de l'autodérision parce que c'est pas voilà, soit on est en mode ah là je suis vraiment une mauvaise personne, j'ai été violent, machin. Soit on est en mode bah en vrai j'ai été court quoi. Théo, est-ce que t'as ajouté? Pas grand-chose. J'avais quelques exemples de début de relation où j'avais vu justement dans ce que les gens m'avaient dit beaucoup de souffrance, beaucoup de violence même, avec le côté, je vous partage une anecdote, une femme, un homme me dit, bah voilà, tu vois, moi, dans mon ancienne relation, ça m'avait mis énormément de pression, etc. Quand on est à un repas, dans le premier repas qu'on passe ensemble, et elle me dit, ouais, voilà, alors mon ex, franchement, il se plaignait tout le temps, et en plus de ça, c'était pas un vrai homme, parce que mon père, il bossait sur les chantiers. Alors lui, il était fort physiquement, on était allé à Ikea, il avait pas réussi à monter 2 meubles, et elle le pourrissait, et lui, il se dit, wow, alors j'ai intérêt, tu vois. Mais elle, en fait, Pas un vrai homme. Si c'est pas t'as une étagère Ikea. et, et tu vois, lui, du coup, il se disait, waouh, punaise, mais en fait, c'est chaud comment elle le pourrit. Faut vraiment pas que je sois, faut que je sois vraiment un level up, un niveau beaucoup plus élevé que l'ancien, parce que franchement, elle va me pourrir pareil, quoi. Je vois son niveau à quel point elle arrive à pourrir les hommes, donc et en fait, c'est un truc anodin, un truc tout con, mais elle, je pense qu'elle ressortait d'une relation où elle avait bien, peut-être, accumulé plein de choses, elle en avait peut-être marre, etc. Et là, elle a rencontré quelqu'un et c'était le moyen c'était l'occasion pour elle, inconsciemment, elle l'a pas fait pour faire du mal, mais lui, il a pris énormément de choses et pareil, il s'est forcé dans la relation à se dire, en fait, est-ce que je fais les choses bien, etc., etc. Pareil, autre chose, il me raconte que, pareil, quelques temps après, elle lui dit, ah non, mais de toute façon, moi, ce que je veux dans ma vie de couple, c'est vraiment être heureuse. Pendant super longtemps, j'ai jamais vraiment pu être heureuse. Pour moi, j'envie vraiment d'un homme qui me rend heureuse. Et là, le gars, il se dit, bon, ok, tu vois, il dit ok, mais il dit trop rien. Mais en fait, ça tourne en rond chez lui, mais inconsciemment, en fait. Et il se dit, faut que je sois à la hauteur, faut que je sois un vrai homme, comme son père, que je la rende heureuse. Sympa. Voilà. Petite pression de démarrage. Enfin, J'ai que ça à faire. et des exemples comme ça, on peut en trouver plein, mais du coup, c'est ça un petit peu que j'appelle la violence, en fait, tu vois, genre la violence amoureuse de début de relation et Ou de milieu, ou de fin. ou de milieu ou de fin. D'ailleurs, c'était le début de la fin pour eux. Mais c'est ça le truc. Dédicace à vous. Non, mais il est venu me voir en séance quand c'était après sa relation avec elle justement. Mais ça m'a marqué de voir à quel point, en fait, son ex, du coup, il y avait vraiment beaucoup d'inconscience chez elle. C'est-à-dire qu'elle voulait pas forcément lui faire du mal. C'était pas un scénario préjoué en mode bah tiens, je vais lui pourrir, tu vois. Au contraire, elle s'est dit bah voilà, je vais être qui je suis, mais et lui a été insensible à lui-même parce qu'il était complètement amoureux d'elle, complètement aveuglé. Et en fait, il a été en mesure de dire ok, amène à tout. Et au final, bah en fait, il s'est retrouvé à faire une sorte de burn-out dans la relation parce que en fait, il en pouvait plus. Il devait la rendre heureuse. Il avait une pression constante. Il fallait qu'il soit un vrai homme sans forcément avoir d'exemple concret de comment était son père. Il savait que son père était un vrai homme. Donc là, c'était en fait, il avait signé avec l'impuissance parce que un homme ne peut pas rendre heureux une femme. Ça, réellement, c'est un truc qu'on peut dire. Un homme contribue peut-être au bonheur de la femme, mais un homme ne peut pas rendre heureux aucun. Alors, je disais un homme avec un petit H, on peut même mettre ça avec un grand H. Ensemble, aucune personne sur Terre, la femme de Charles n'aura jamais le potentiel de le rendre heureux à 100%. C'est-à-dire que Charles est part de l'équation à son bonheur. Et ça, justement, il y a vraiment, je pense, une sorte de inconscience collective à ça. C'est-à-dire, on pense vraiment que la bonne personne va nous rendre heureux et que c'est son rôle. Il a signé un CDI à un plein temps pour vivre avec nous et nous rendre heureux, heureuses. Et ça, je trouve ça hyper violent parce qu'en fait, on couvre la personne d'un fardeau énorme sans s'en rendre compte.
Donc, finalement, c'est à chacun, en fait, de se rendre heureux soi-même et c'est pas à l'autre de... Je pense qu'on peut déjà aller chercher à comment est-ce qu'on peut ensemble créer du bonheur dans notre relation, parce que c'est pas lui qui est en couple avec moi, c'est nous sommes en couple ensemble, tu vois. Donc c'est comment ensemble on peut créer du bonheur dans notre relation. Et là la dynamique elle est différente, tu vois. Donc pour moi c'est subtil. Oui, on peut être heureux. Alors le bonheur, on peut en parler et faire un sujet de podcast, c'est peut-être pas le sujet, mais on peut être heureux dans sa relation, être tout le temps dans un état de bonheur, non, j'ai envie de dire. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas, on le sait. Et justement, penser que quelqu'un a pour rôle ou objectif de nous rendre heureux, heureuses, ça c'est à la fois, ben, en fait, on peut juste avoir une énergie ou une croyance comme ça, et en fait, sans le savoir, ça fait peser quelque chose sur l'autre.